Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les investisseurs qui sont dans l'attente des prochaines données américaines sur l'inflation avec le CPI américain pour le mois d'avril qui sera publié demain après-midi. En guise d'amuse-bouche, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production industrielle pour le mois d'avril. Un PPI qui donne l'image toujours d'une inflation peut-être encore un peu plus collante que ce qu'on pouvait imaginer. Néanmoins, les investisseurs et les marchés n'ont pas fait grand cas de la publication de ce rapport des prix à la production industrielle. On voit des marchés obligataires qui restent à peu près neutres sur la séance et on a même vu l'euro face au dollar franchir le niveau de 1,08 après la publication de ce PPI un peu plus chaud peut-être que prévu dans les grandes lignes, puisqu'on a une progression sur un mois de 0,5%. Vous aurez le détail dans un instant avec les infos du jour résumées par Pauline Grattel. Jérôme Powell, lui, est en train de s'exprimer à l'occasion d'un panel qui se tient à Amsterdam. Jérôme Powell qui admet à nouveau que la confiance n'est pas allée forcément dans le bon sens ces derniers mois en matière de désinflation. La quête de cette confiance dans le dernier kilomètre est toujours devant nous. Jérôme Powell qui estime par ailleurs que la barre est élevée, voire très élevée pour que le prochain mouvement de la Fed soit une hausse de taux. Je rappelle que c'est une conversation qu'on a pu voir il y a quelques semaines dans le marché chez les investisseurs. Voilà donc pour le sujet macro et politique monétaire. On y reviendra bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis sur les marchés actions, la spéculation repart. La spéculation au sein du secteur bancaire en Europe après une interview d'Emmanuel Macron donnée hier à l'agence Bloomberg dans lequel le président français évoque l'esprit européen qui implique des grandes fusions transfrontalières, notamment dans le secteur bancaire. On est en plein revival du débat et de la conversation sur la nécessité d'unir les marchés de capitaux en Europe. Dans le secteur bancaire, Emmanuel Macron a répondu directement à la question qui lui était posée, à savoir quid du cas spécifique d'une banque française comme Société Générale, celle qui a la plus faible valorisation au sein du secteur bancaire aujourd'hui en Europe. Et Emmanuel Macron a bien dû admettre que si une banque étrangère décidait de racheter Société Générale, il n'aurait pas d'autre choix que de ne pas s'opposer à ce rachat. La spéculation est donc repartie sur Société Générale qui va terminer la séance en tête du CAC 40 avec un gain de l'ordre de 4%. Et puis autre phénomène spéculatif qui repart de plus belle aux États-Unis, le retour des mêmes stocks, ces actions, ce groupe d'actions virales avec le retour d'un influenceur clé ces dernières 48 heures, le chaton rugissant s'il faut le traduire. Roaring Kitty est revenu sur Twitter avec un post, une image qui a été postée il y a 48 heures et qui a redéclenché cette fièvre acheteuse parmi la foule des investisseurs particuliers américains ciblant des sociétés spécifiques, emblématiques dont on parlait déjà en 2021 comme GameStop ou encore la chaîne de cinéma AMC. Ce sont des valeurs qui ont doublé ou quasiment au cours de la séance d'hier, qui doublent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs AMC, groupe exploitant de chaînes de cinéma, en a profité pour lever au passage 250 millions de dollars sur les marchés actions, évidemment avec cette fièvre acheteuse et ce short squeeze majeur, puisque beaucoup de vendeurs à découvert sur ces valeurs ont perdu beaucoup d'argent au cours des dernières 48 heures. Que nous dit ce phénomène spéculatif de la situation de marché? C'est aussi une question qu'on pourra poser à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on se focalisera sur le thème de la biodiversité, la nouvelle frontière en matière de finances durables, de finances responsables. Bien sûr qu'il y a la lutte contre le réchauffement climatique et qu'il y a un lien direct entre la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, mais le spectre et le champ d'investigation et d'investissement de la biodiversité est un champ beaucoup plus large encore. Nous en parlerons avec les équipes d'Uzès Gestion et Arnaud Morvilez qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour sur les marchés, c'est Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Grattel.
Les yeux des investisseurs sont rivés sur les États-Unis aujourd'hui avec la publication des prix à la production industrielle et le discours de Jérôme Powell. De quoi faire patienter le marché jusqu'à demain, jour de la publication du très attendu CPI. Les prix à la production industrielle aux États-Unis ressortent ainsi à plus 0,5% sur un mois en avril. C'est au-dessus des attentes et après moins 0,1% le mois précédent. Chiffre révisé en baisse. En version cœur, le PPI s'établit à plus 0,5% également sur un mois et ressort conforme aux attentes sur un an à plus 2,2%. Au cœur de l'actualité française, aujourd'hui, on trouve Société Générale avec un titre en tête du CAC 40 en hausse de plus de 4%, dopé par Emmanuel Macron. À l'occasion du sommet Choose France à Versailles, le président de la République a accordé un entretien à Bloomberg dans lequel il se dit favorable à une consolidation bancaire en Europe et donc ouvert à un rachat de Société Générale par un concurrent. Société Générale continue d'être perçue comme une cible accommodante puisqu'elle est la banque à la plus faible valorisation en Europe. Côté américain, la campagne bat son plein à 6 mois de l'élection présidentielle. Joe Biden profite de ce moment pour annoncer les plus fortes hausses des droits de douane depuis l'ère Trump sur les produits chinois. La Maison-Blanche annonce l'augmentation des tarifs douaniers sur 18 milliards de dollars d'importations chinoises englobant les voitures électriques, les batteries, les produits médicaux ou encore les semi-conducteurs. Toujours aux États-Unis, mais du côté de la micro, Home Depot fait état d'une baisse plus importante que prévue de ses ventes à magasins comparables. C'est le 6e trimestre de suite que ses ventes diminuent. Le titre est en recul à l'ouverture de Wall Street. Veolia rend une bonne copie au titre du premier trimestre. Le groupe fait état d'une amélioration de sa rentabilité malgré une baisse des prix de l'énergie et un hiver particulièrement doux. Le groupe confirme également ses objectifs pour 2024. Des résultats salués par le marché. Le titre est dans le vert au sein du CAC 40 et prend jusqu'à 4% au cours de la séance. À Francfort, du côté des livraisons de repas, Delivery Hero bondit de 20% après l'annonce d'un accord avec Uber pour vendre Foodpanda, sa filiale taïwanaise, pour 950 millions de dollars. Si l'opération est validée, cela permettra à l'entreprise de réduire sa dette. Demain, les investisseurs attendent avec impatience la publication de l'inflation américaine pour le mois d'avril, qui pourrait avoir une incidence sur la prochaine décision monétaire de la Réserve fédérale. En zone euro, on attend la seconde estimation du PIB. En France, les chiffres définitifs de l'inflation du mois d'avril seront publiés. D'un point de vue micro, les résultats du 3e trimestre de Cisco Systems sont attendus demain aux États-Unis avant bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alexandre Taïeb nous accompagne également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant et analyste chez Sycomore. Et Vincent Juvin avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Nathalie, si je reprends la séquence macro récente, on est entre la dernière publication, la publication du dernier rapport sur l'emploi américain, relatif au mois d'avril, qui a été publié début mai, et dans l'attente de la publication du prochain CPI, l'indice des prix à la consommation. Le rapport sera publié demain, là aussi pour le mois d'avril. Si le marché du travail envoie des signes de plus en plus évidents de détente, que peut-on attendre de l'inflation du mois d'avril aux États-Unis? Et qu'est-ce qui compte le plus à ce stade pour Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine dans leur quête de confiance, comme il dit, en vue d'enclencher les premières baisses de taux? Alors, ce qui compte le plus, c'est probablement l'inflation en ce moment. D'ailleurs, Powell l'a à peu près dit dans le discours qu'il vient de prononcer. Ils ont été, comme tout le monde, dit-il, et c'est vrai, surpris par cette inflation. Il ne s'attendait pas à un long fleuve tranquille, mais il a été surpris par ces turbulences. Et il dit, en gros, on attend les chiffres d'inflation, finalement, comme tout le monde. Mais c'est vrai que si on fait exception de ces chiffres d'inflation, le rapport sur l'emploi, le dernier rapport sur l'emploi était plutôt rassurant dans le sens d'un très léger ralentissement. Alors,
pas forcément les créations en tant que telles, même si elles ont été moins fortes qu'attendues, on reste sur des chiffres très importants. Mais si on creuse un peu, si on regarde l'évolution du taux de chômage, de ce fameux taux de chômage U6, dont on parle moins en ce moment, mais qui continue à être calculé. Donc U6, ça se traduit littéralement par donc, le taux de chômage, les chômeurs, j'allais dire appellation classique, et puis les gens qui sont moins fermement attachés à la population active, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas à temps plein alors qu'ils voudraient, enfin des gens qui ne sont pas pleinement ce qu'on appelle le halo du chômage, voilà, c'est un peu cette idée-là, un taux de chômage élargi, voilà, etc. Taux de chômage élargi, exactement. Et ce taux de chômage élargi, il est en train de remonter plus rapidement que le taux de chômage normal, classique. Donc ça, c'est intéressant. La perception qu'ont les ménages du marché de l'emploi également est en train de se détériorer. Là non plus, on n'est pas sur un effondrement, mais les enquêtes montrent que les gens sont moins confiants sur la facilité à trouver un emploi, sous-entendu s'ils le perdent. Donc voilà, on a ces petits signaux qui sont encore une fois des signaux faibles. On n'a pas eu Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas eu de chiffre de création d'emplois négatif pour un mois. Je ne pense pas que quelqu'un s'y attende dans les prochains mois, mais on a bien ce ralentissement. Et pareil, du côté des consommateurs, un peu moins de confiance d'une manière générale. Ça, il faut bien avouer que ça nous ramène au début de la discussion, puisque c'est souvent lié à l'évolution de l'inflation, notamment le prix des carburants aux États-Unis aussi, cet indice du Michigan qu'on a eu vendredi. Ouais. C'est très lié au prix des carburants. Donc voilà, on est dans cette... Alors, est-ce que c'est le soft landing ou est-ce que c'est un atterrissage un petit peu plus chaotique ? C'est encore trop tôt pour le dire, mais on n'est plus sur cette hypothèse qui était une des hypothèses faite par une partie du marché, d'une surchauffe économique qui resterait là pour l'éternité, en quelque sorte. Et ce dernier rapport sur l'emploi, vous le dites, alors c'est un signal faible, c'est encore des signaux à confirmer, un point ne fait pas une tendance, etc. Donc on verra ce qui se passe ensuite. Mais si c'est le début d'une vraie détente du marché du travail, est-ce que c'est de nature à quand même accroître la confiance dans l'idée que la désinflation pourra franchir ce fameux dernier kilomètre en passant de 3 à 2, ou pas nécessairement ? Alors ça devrait l'être. J'allais dire, la Fed d'il y a quelques années aurait probablement dit c'est formidable, on a ces signaux faibles, on peut y aller. La Fed qui a vécu cette inflation transitoire qui s'est un petit peu mal passée, hésite un peu plus. Mais ce qui est important, et là aussi Jérôme Powell l'a répété aujourd'hui, ce qu'il avait dit lors de sa conférence de presse, en toute hypothèse, le prochain mouvement ne sera pas une hausse des taux. Et c'est vrai, vous le rappeliez, ça a quand même soulagé pas mal le marché. C'était la conversation d'il y a quelques semaines. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des baisses de taux ? Est-ce que le prochain mouvement ne pourrait pas être même une hausse de taux ? Comment vous regardez ? Alors, oui, ces dernières données d'inflation, alors qu'ils sont forcément des données imparfaites, je le rappelle à chaque fois. Je veux dire, on traite des milliards, des montants délirants sur un chiffre comme le PPI, etc. Intéressant de voir quand même, après plusieurs mois de déception sur l'inflation, avec une inflation qui est moins redescendue que ce qu'on imaginait, bon, le chiffre du PPI a plutôt laissé les investisseurs de marbre aujourd'hui, Alexandre. Oui, il était en ligne avec les attentes, grosso modo. Ce qui est quand même intéressant, alors le même jour que le NFP, on a eu l'ISM des services. Oui. Et la composante prix de l'ISM des services. Et donc, on a eu cette espèce de retour du narratif de stagflation qui est un peu revenu sur le marché, avec la composante prix qui était bien au-dessus des attentes, et la composante service, ISM des services au global, qui était en contraction, qui est passée en territoire en dessous de 50. Sous les 50. Ouais. Voilà. Et donc, ce narratif-là, je pense que c'est à ça que la Fed fait attention aujourd'hui. Et d'ailleurs, Powell a un peu sorti cette expression « there's no stag, there's no flation ». Il n'y a pas de stag, il n'y a pas de flation, il n'y a pas de flation. Bon, alors on verra demain pour l'inflation, mais ce qui est sûr, c'est que le marché aujourd'hui, il ne regarde l'inflation qu'à partir du moment où l'économie montre des signes de ralentissement, même s'ils sont légers. Tant que la croissance est en surchauffe, finalement, l'inflation, on s'en moque un peu parce qu'on n'attend pas de la Fed qu'elle baisse les taux. Là, demain, ça va être très regardé parce qu'on a vu ces premiers signes de ralentissement. Ouais. Si on a une inflation qui, c'est ce que le marché attend normalement, est en dessous des attentes, ça pourra libérer un sentiment positif. On regardera deux choses en particulier, notamment aux États-Unis. C'est la différence avec le reste du monde, c'est que l'inflation des services ne baisse pas, là où au UK et en Europe, elle a continué de baisser. Et la deuxième, c'est l'immobilier, où là, quand même, c'est assez sticky aussi. Ouais. Donc ça, il faudra bien regarder ces deux composantes. Mon pari est plutôt qu'on soit en ligne avec les attentes, soit légèrement en dessous.
D'accord. Donc oui, légèrement en dessous potentiellement. On verra effectivement, sachant que il y a toujours différentes mesures d'inflation. Celle que retient la Fed historiquement est plutôt celle de l'indice des prix des dépenses de consommation du consommateur américain, l'indice PCE. Où est-ce qu'on en est sur le chemin de la désinflation aux États-Unis et où est-ce que vous vous situez, notamment chez JP Morgan Asset Management, Vincent? Encore une fois, je le rappelais, il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, le discours c'était oulala, no landing, plus de baisse de taux, voire des hausses de taux. C'est le pari de Larry Summers qui s'exprime régulièrement, bruyamment dans les médias américains, donc c'est une voix qui porte en tout cas son opinion à lui, et puis quand même une forme de réalité qui voudrait qu'on a quand même un niveau de restriction monétaire qui est correct aujourd'hui, peut-être aux États-Unis. Oui, alors de notre point de vue, j'avais dit en décembre, avant l'annonce de la Fed, pas de baisse de taux aux États-Unis, avec une croissance au-delà de 3%, une inflation qui baisse et autres. Pourquoi parler de baisse de taux? Évidemment, la Fed s'est engagée dès le mois de décembre dans cette voie qui nous a tous surpris. Alors pas aller contre la Fed. Si la Fed dit 3, ce sera 3. Aujourd'hui, les marchés attendent plutôt 2. Je suis plutôt à l'aise avec ça. Il en faut plutôt moins que plus. On a finalement cet affrètement économique qui s'opère. Il était attendu. On s'attend quand même à toujours plus que 2% de croissance aux États-Unis cette année, ce qui, de notre point de vue, est toujours au-delà du potentiel. Oui. On ne peut pas parler de surchauffe, mais c'est quand même toujours une économie au-delà du potentiel. Je souscris tout à fait à ce qu'a pu évoquer Nathalie sur le marché de l'emploi. Je pense qu'on voit cette dégradation lente s'opérer depuis plusieurs mois. Peut-être que parler de dégradation, le terme est peut-être un petit peu trop négatif. J'aime bien parler de rééquilibrage, du rapport de force entre employés et employeurs. Et il est bon, les employés n'ont pas plus tout à dire. Il faut retourner au bureau, on attache à nouveau plus de valeur à son job. On le sent très fort en Europe également, qu'on revient vraiment à quelque chose de puissant. Ce qui donne quelque part la clé par rapport à nos perspectives d'inflation. Demain, on verra, et moi je ne vais pas parier ma maigre réputation à vos yeux sur ce chiffre. Par contre, fin d'année, on va continuer sur ce train baissier. Et derrière, c'est quand même ça qui est important. C'est ça qui compte. Ça exclut l'idée d'une hausse de taux de la Fed. On est dans cette idée de 3, sans doute plutôt 2 que 3 aujourd'hui, compte tenu de cette résilience. Aujourd'hui, le débat, il se déplace. C'est où est-ce qu'on s'arrête dans ce cycle au niveau des baisses de taux. Et c'est clair que on a de la chance peut-être pour une fois en Europe, c'est que les choses sont plus claires chez nous qu'aux États-Unis et qu'on sent bien que la BCE est là entre 4 et 6 baisses de taux à réaliser dans année et demie à venir. Et les États-Unis peut-être autant, mais on devrait rester avec, malgré une estimation théorique du taux neutre similaire de part et d'autre de l'Atlantique, ou aller à un peu de choses près, les États-Unis devraient vraisemblablement s'arrêter peut-être plus tôt dans ce processus. Vous dites, au final, l'écart ou le degré de divergence entre la Fed et la BCE sera peut-être pas aussi large que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois, par exemple. Sur les taux de terminaux, si, je le pense. Je pense que la BCE a ici, à court terme, je dirais plus de raisons aujourd'hui d'être plus franche dans ces baisses de taux. D'autant plus que ces baisses de taux ont été plus négatives pour l'économie, puisqu'on est une économie plus bancarisée, et qu'elle va pouvoir donner, gérer de l'allant à l'économie au bon moment. Finalement, aux États-Unis, la Fed pourrait se satisfaire de l'environnement de taux actuel. Les conditions de marché sont beaucoup plus favorables. Si on regarde ces indices, conditions financières, Goldman Sachs et autres, on voit que finalement, pour beaucoup d'agents économiques, même pas peur des hausses de taux. Donc, à part certains ménages américains qui sont plutôt en difficulté financière, qui commencent à en ressentir les effets notamment et les difficultés à rembourser leurs prêts, pour les entreprises, les conditions de financement sont relativement bonnes. Donc, il n'y a pas d'urgence au niveau de la Fed. Il n'y a pas d'urgence en Europe non plus, mais les conditions de financement sont relativement moins favorables. Ça nous amène à un sujet qu'on va discuter dans un instant, qui est l'Europe des marchés de capitaux, qui est notamment une des raisons pour lesquelles ces conditions de financement sont moins favorables en Europe. On a évidemment des marchés de capitaux qui ne sont pas aussi pourvoyeurs d'oxygène au monde de l'entreprise qu'ils ne le sont aux États-Unis. Et là, c'est peut-être notre défaut. C'est la raison pour laquelle la BCE, évidemment, a plus intérêt à baisser les taux aujourd'hui. Oui, le jeu de la politique monétaire en Europe est plus compliqué du fait de cette manque d'unification des marchés de capitaux. Et donc, pour être clair par rapport à votre question, moi, j'essayais pas de noyer le poisson. Non. Je pense que la croissance aux États-Unis est résiliente, mais elle se tasse. Sur l'inflation, indépendamment du chiffre de main sur lequel je ne vais pas faire de pari, je reste convaincu qu'on est dans une courbe descendante et que pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même finalement
probablement un message relativement positif. Dans un monde fait d'incertitudes, on a ces baisses de taux qui arrivent, qui vont quand même être positif pour les classes d'actifs, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles. Et je pense que dans les réseaux bancaires, on s'active pas mal, certainement en Europe, à l'approche de cette baisse de taux qui arrive en Europe. Et là, il va falloir que tout le monde conseiller nos clients, les épargnants et autres pour réaliser, convertir l'exercice en le monétaire, passer du cash en investissement. Ah ouais, c'est ça. Sur l'Europe, comment vous regardez la situation? Si Jérôme Powell plaide la patience et l'idée qu'il faut laisser le temps à la politique monétaire de faire son travail, est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'un peu plus urgent pour vous en Europe? Et quand je dis Europe au sens large, parce qu'on a vu la Riksbank, la Swiss Bank également, commencer déjà à baisser leur taux avant même que la BCE ne le fasse le 6 juin prochain, Nathalie. Alors, dans l'urgence, je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté affichée de baisser les taux, voire de l'avoir déjà fait, pour diverses raisons. Ça peut être l'inflation, ça peut être la devise dans le cas de la Banque nationale suisse, et la Banque centrale européenne qui a envie de sortir finalement de ce dilemme et peut-être de s'affranchir de la Fed. Christine Lagarde a dit on est data dependent, on n'est pas Fed dependent. Et elle a raison, parce que finalement, toutes ces discussions, ce à quoi se raccrochent les banquiers centraux, alors c'est à quelque chose qui est difficile à attraper, c'est le taux neutre. Mais ce qu'on peut dire, sans trop risquer de se tromper, c'est qu'en ce moment, à l'heure actuelle, les politiques monétaires sont restrictives, que ce soit en Europe au sens large ou aux États-Unis. Donc si on a cette hypothèse sur l'inflation qui est aussi la note d'une inflation qui va ralentir, on ne va pas garder pendant des trimestres, voire des années, des politiques monétaires restrictives. Donc en sortir, c'est ce qu'il faut faire. La vitesse de sortie, on sent bien que ça va être prudent au début, parce que donc, cette notion du taux neutre, en nominal, on va dire que c'est 2% dans la zone euro, c'est à peu près ça, 2,5%. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus, parce qu'il y a plus de productivité, plus de croissance, etc. Mais donc sortir de ce taux neutre, où on se dit, je suis sûr que le taux neutre, il est là, donc j'y vais le plus vite possible. Oui. C'est un pari. Voilà, c'est un pari que personne, à mon avis, n'a envie de faire, d'où ce délai et d'où ces ajustements. Mais encore une fois, sortir de la politique restrictive. Là, Powell a lui aussi reconnu que la politique était restrictive. Alors, il a un discours un peu plus ambigu. Est-ce qu'elle est suffisamment restrictive? Est-ce qu'il ne faut pas la laisser agir un petit peu plus longtemps? Il dit la politique de taux est sans doute restrictive. Il faut voir si l'ensemble de la politique monétaire, je pense qu'il fait référence aussi à la politique de bilan, par exemple, si l'ensemble de la politique monétaire, du du réglage est suffisamment restrictif aujourd'hui. Alors la politique de bilan, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Honnêtement, je crois vraiment qu'on est jusqu'à présent, dans la formulation qu'avait repris Janet Yellen quand elle était à la tête de la Fed, c'est-à-dire ça doit être très ennuyeux, ça doit se passer en arrière-plan. Regardez la peinture séchée sur un mur. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Ouais. C'est vrai, ça ne provoque pas de vague. Ça ne provoque pas de vague. Les banquiers centraux ne veulent pas provoquer de vague. Ce n'est pas la peine d'en rajouter à cette fébrilité qu'on sent bien. Et donc, vraiment, ce qui compte, c'est la politique de taux, la politique monétaire un peu archaïque, mais qui a fait ses preuves. Pour être un peu franc dans ma question, Nathalie, à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer que la BCE baisse les taux et en juin et en juillet? Ça va être la discussion maintenant. Alors je comprends sur le chemin jusqu'au taux neutre qu'on y aille pas à pas, mais est-ce qu'il y a l'idée quand même, ou en tout cas est-ce que ça peut être une conversation de se dire on envoie un signal assez fort dès le départ en baissant 2 fois consécutivement, sachant que ce n'est pas 50 points de base de baisse de taux avec un taux de dépôt à 4% qui nous amène au taux neutre, pour dire les choses. Alors honnêtement, compte tenu des dernières données sur l'activité dans la zone euro, j'ai pas l'impression que la BCE ait envie de se précipiter. Après, il y a l'équilibre des forces au sein du Conseil. Ce qu'a montré le dernier compte-rendu, c'est que certains membres voulaient baisser la dernière fois. Donc, il y a toujours cette recherche d'un consensus pour pouvoir dire la décision a été prise à l'unanimité. Donc, voilà, l'accord est sur juin très clairement. Juillet, je sais pas si ça vaudrait le coup de tellement précipiter le mouvement. Mais encore une fois, on a eu le ZIUL, l'indicateur de sentiment en Allemagne, qui était plutôt bon, ça va un peu mieux. On a eu plutôt des bonnes surprises sur la croissance, sur les PMI, donc on n'est pas dans une situation où il y a forcément d'urgence, en tout cas d'urgence apparente. La croissance de la zone euro cette année peut être plus proche de 1% que de 0,5 ?
Entre les deux. Non, mais je veux dire, Entre les deux. non, mais on a entendu quelques ricanements quand Bercy, qui a été un excellent prévisionniste l'an dernier sur la croissance française, puisque je crois qu'on termine autour de 1, enfin c'était à peu près. Et bon, en réindiquant que ce serait 1% ou 1,1, je ne sais plus précisément, tout le monde leur est tombé dessus. Bon, Alors, on sera peut-être plus proche de 1 que de 0,5 au final. Le chiffre qu'on affiche, c'est 0,8. Oui, alors, bah voilà. C'est entre les deux, on peut dire que c'est un 0,75, c'est un 0,75 arrondi, mais voilà. Ouais, Donc oui, il y a cette reprise de la croissance dans la zone euro qui va être aidée par le ralentissement de l'inflation, un peu plus de pouvoir d'achat également, et qui va être aidée aussi, alors là aussi on est dans quelque chose qui peut vite boucler, une des raisons de l'amélioration notamment de l'IFO, alors pas forcément du ZIU, mais c'est implicite, mais de l'IFO, c'est que les chefs d'entreprise, dans le cas de l'IFO, attendent des baisses de taux de la BCE. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a cet effet confiance également. Ouais, effectivement. Ça change le régime de marché, ces histoires-là, aujourd'hui. Alexandre, vous le disiez très bien, tant qu'il y a eu de la croissance, le marché, notamment le marché action, c'est pas trop interrogé sur la question de l'inflation, sachant qu'on n'était plus à 10. Voilà, à partir du moment où on est passé de 10 à 5, puis 4, puis 3, tout allait dans le bon sens. Et il y avait en plus de la croissance. S'il y a un peu moins de croissance, par exemple aux États-Unis, est-ce que la perspective de baisse de taux va être, j'allais dire, le catalyseur ou le soutien du marché action? Est-ce que c'est ce qu'on commence déjà un peu à observer dans la manière dont le marché réagit? Ouais, c'est totalement l'équilibre. C'est-à-dire que là, on voit le marché qui, au niveau des États-Unis, à mon sens, est en train de jouer le Fed Put, le fameux Fed Put qui revient, puisqu'on voit dans son discours que Jérôme Powell est quand même, on va dire, à aujourd'hui autant concentré sur la croissance que sur l'inflation, et on espère après-demain plus sur la croissance que sur l'inflation. Donc ça, c'est côté US. Côté Europe, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, je trouve, et Nathalie l'a très bien dit, c'est que les indicateurs d'activité sont quand même légèrement au-dessus des attentes, voire même franchement au-dessus des attentes pour certains, que la croissance pourrait surprendre. Et donc en fait, ce qu'on a l'impression d'observer, c'est que le marché est en train de jouer un no-lending Europe, en fait. Après le no-lending US d'octobre 2023, là, en Europe, on commence à avoir une espèce de rallye. Ah, mais en fait, il n'y a pas de récession du tout, parce qu'on l'attendait chaque année, on l'a repoussé, et puis en fait, il n'y a pas de récession du tout. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, le marché peut, entre guillemets, jouer plus librement le BCE put. Ouais. Sur la Fed, ça pose un petit peu plus question. Donc en Europe, on sent le marché un peu plus libéré, et donc il y a un regain, après une consolidation qui finalement n'en était quasiment pas une. On a une poursuite de ce rallye, parce que la croissance va bien, l'inflation continue de décélérer, donc on a vraiment les deux pattes en Europe, là où on a peut-être la patte de l'inflation qui pose encore question aux États-Unis. C'est peut-être là la différence. Et ça veut dire quoi du point de vue de l'investissement et des investisseurs globaux? Ça veut dire qu'il y a un cas européen pour investir qui est peut-être plus favorable aujourd'hui, ou on peut être plus confortable avec le cas d'investissement européen? Oui, on peut être plus confortable aujourd'hui avec le cas d'investissement européen, qui est moins cher, qui montre des signes économiques favorables, que ce soit en macro ou en micro quand on regarde les publications. Alors, de l'autre côté, c'est un rallye, je mets plein de guillemets, que les investisseurs détestent un peu. Le positionnement des CTA, des quants, c'est quand même net short encore aujourd'hui. Donc, sur l'Europe. Donc, il y a des rachats de short qui sont en train d'être faits, mais on est au début de ce mouvement-là. Finalement, on a le début de quelque chose, il faut que l'Europe prouve pour qu'il y ait vraiment une tendance qui se poursuive. Bon, comment vous regardez cette tendance du début de mois de mai, Vincent, après un mois effectivement où on a connu un petit creux sur les marchés de manière générale en avril, ça repart en mai. Alors ça contredit un petit peu le dicton historique du sell in May and go away déjà, et d'une. Et puis on voit quand même que les leaders du mois de mai sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. On voit des actions chinoises alors qui font bien déjà depuis le point bas de janvier, mais là ça se matérialise encore un peu plus, des small caps qui rattrapent.
Oui, je pense que... C'est un peu nouveau dans le paysage. Ce qu'on vient d'évoquer, sur le point macro, on a finalement un affaiblissement un peu des États-Unis qui tombent un peu de leur piédestal et une Europe qu'on redécouvre, en tout cas à mesure, en tout cas qu'on voit ces indicateurs surprendre positivement récemment. Et c'est vrai que quelque part, moi, ça m'a personnellement pris par surprise. Objectivement, je trouve que j'ai pas une vision très positive sur les perspectives macro en Europe pour l'instant et que ça influence également la manière dont on alloue les capitaux. On est neutre, nous, sur l'Europe, chez JP Morgan Asset Management, pour le signer. Ça veut dire qu'on voit plus d'opportunités dans d'autres marchés. Et pourtant, il faut reconnaître qu'à l'heure de faire déjà les bilans à ce stade-ci de l'année, l'Europe, en tout cas, dépasse les États-Unis pour une fois. Ça fait partie des bons marchés. Donc, il y a réellement des même flux si on qui prend reviennent. la séquence depuis fin octobre de l'année dernière. Tout à fait. Et on voit qu'il y a finalement cet élargissement de la performance hors des États-Unis. Chine en est un. Bon, Japon, c'est un peu plus hésitant là maintenant. Mais l'Europe a certainement été la grande bénéficiaire. L'euro s'apprécie. Voilà, un peu, ou se réapprécie un peu. L'instant, mais je pense qu'il y a un case qui est en train qui mérite d'être fait actuellement. Alors je reste inquiet pour un certain nombre d'éléments à venir dans les mois à venir sur le front macroéconomique. Alors certes, on a des frémissements positifs. Enfin bon, il y en a quand même encore pas mal de défis dans pas mal de domaines. Je pense. Qu'est-ce qui vous rend prudent encore ? Je reste personnellement relativement inquiet de l'état des finances publiques d'un certain nombre d'États européens qui pourrait en tout cas entraîner tantôt une baisse de rating en France, tantôt une sanction de la Commission pour l'Italie avec une procédure de déficit excessif. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention sur cet aspect-là des choses. Les élections européennes pourraient peut-être un petit peu réveiller l'attention des marchés par rapport au fait que, oui, il faut avancer sur l'Europe des marchés de capitaux, mais que l'Europe parlementaire va peut-être pas dans cette direction-là. Donc, il y a quand même aussi des éléments de ce point de vue-là qui méritent notre attention. Mais au-delà de ça, ne boudons pas notre plaisir, reconnaissons tout de même que, en effet, les salaires croissent plus vite que l'inflation aujourd'hui, que globalement les gens consomment et devraient continuer à le faire, ça va quand même être un moteur économique, que j'ai beau être inquiet sur l'état des finances publiques européennes, je suis bien l'un des seuls, les spreads français et italiens ne montrent finalement aucun stress des marchés sur ce sujet, et que donc on continue finalement à dépenser relativement bien, et que nos entreprises... Les excédents courants sont revenus, en agrégé, on a retrouvé quand même une zone euro excédentaire. Voilà. Bon, après, dans le détail, effectivement... Nos entreprises vont bénéficier de coûts de financement moins élevés dès le mois de juin, donc plutôt que leurs consoeurs américains. On va probablement avoir un euro qui est un petit peu plus attractif au moment même où l'Organisation internationale du commerce nous dit que le commerce mondial repart, quelque chose qui objectivement était un petit peu contre-intuitif aussi. D'ailleurs, dans les exportations chinoises la semaine passée, on a vu que l'Europe, les États-Unis étaient bien représentés. Donc, ça pourrait bénéficier à l'Europe également. Et puis, on voit, lorsqu'on se projette en termes de trajectoire bénéficiaire, même si on a une mauvaise saison de résultats au T1 en Europe. Pourquoi mauvaise ? Non, on a, par rapport aux États-Unis, on a quand même, si je regarde aux indices, c'est quand même pas la même chose. Les perspectives à 12 mois sont relativement favorables, en ce y compris pour les marchés européens. Ça doit accélérer la croissance bénéficiaire, là, normalement. Voilà, si moi il y a un segment de marché qui en Europe m'intéresse plus que d'autres, il est cher aux investisseurs français, c'est les small caps. Je pense que s'il y a vraiment une part du marché qui mérite peut-être davantage notre intérêt, moi ce serait certainement celle-là. Tant qu'à jouer l'Europe, autant y aller franco avec... Intéressant. Je regardais alors sur des indices small français, ça y est, on revient alors sur 4 mois, ou les 4-5 premiers mois de l'année 2024, après une bonne paire d'années de sous-performance du segment small cap. Bien sûr, c'est un champ de ruines, me disent certains small capers qui ont un peu d'expérience. Donc voilà, pour dire d'où on part. Mais on voit le CAC Small, ça y est, qui fait jeu égal avec le CAC 40 large cap aujourd'hui, depuis le début de l'année. On a attendu longtemps. Oui, non, mais c'est une petite hirondelle, on va dire. Et ce qui est dingue, c'est que d'un point de vue top-down, d'un point de vue macro, ça s'explique vraiment avec 2 éléments qui tiennent en une seconde. On a une économie qui tient et on a un espoir très fort et très probable d'une BCE qui baisse les taux. Ouais. Voilà, on a ces 2 éléments-là, et ça suffit. Alors que les fondamentaux n'étaient pas mauvais, des small. Ils étaient même meilleurs que sur certaines larges, parfois. Ouais. Donc, les small, dans leur ensemble, ont été... détruites, c'est un peu fort. Oui, massacrés. Non, moi je le dis, oui, voilà. Oui. Bon, là, on trouve quand même des dossiers vraiment peu chers, avec et de la qualité. Vous dites la qualité de ces entreprises n'a pas fondamentalement baissé. De certaines de ces entreprises n'a pas fondamentalement baissé. Tout à fait. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, et je pense que c'est plus qu'un énième faux départ ce coup-ci. Oui.
Voilà. Oui, avec la perspective de baisse de taux qui doit se matérialiser effectivement beaucoup. La corrélation est très forte, je crois, entre les performances des small caps et les taux. Enfin, on peut le faire sur du 10 ans américain avec le Russell, etc. Je crois que c'est assez... la corrélation est assez parlante de ce point de vue-là. Nathalie, Vincent évoquait la reprise du commerce mondial. Moi, je regarde la séquence américaine. On est à 6 mois de l'élection. Je vois que Joe Biden marche sur les terres de Donald Trump en repartant, j'allais dire, sur la question des tarifs douaniers. Alors, ça concerne à ce jour 18 milliards de dollars d'importations chinoises. Est-ce qu'on est dans, j'allais dire, le registre de l'annonce politique à 6 mois d'une élection majeure aux États-Unis, ou est-ce que déjà la macroéconomiste s'interroge quand même sur les impacts que ce regain de tension commerciale peut avoir? Alors, ce sont des interrogations qu'on a. Alors, Janet Yellen a qualifié ces hausses de droits de douane de ciblées. Ce qui est vrai, on a une liste très précise de 18 milliards d'importations, je ne vais pas dire que c'est rien, mais c'est pas non plus une masse délirante. Et donc, son analyse, c'est que qu'elle attend une réplique des Chinois, mais pas forcément très, très importante. De leur côté, évidemment, les Chinois ont dit que ces mesures affecteront gravement la coopération bilatérale Chine-US. Mais ça nous ramène surtout au thème de la politique. Et donc peut-être que cette parenthèse enchantée qu'on est en train de vivre, il faut peut-être vite en profiter parce que les élections américaines se profilent. Honnêtement, j'ai pas l'impression que les marchés vont beaucoup se préoccuper des élections européennes. C'est dommage, mais c'est comme ça. En revanche, le rendez-vous de novembre et même avant, ça peut être une source de perturbation pour les marchés financiers. Ouais, c'est-à-dire, non mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut imaginer de voir Joe Biden reprendre les outils qui ont été utilisés par Donald Trump? Alors c'est très consensuel autour de la Chine, ça marche dans les deux camps, démocrates et républicains, ça coûte pas très cher de taxer les voitures automobiles chinoises qui de toute façon sont pas vendues sur le marché américain, si je caricature, mais... Alors pour le coup, c'est vraiment pas aller sur les terres de Donald Trump, c'est se comporter en président des États-Unis, en candidat à la présidentielle, c'est-à-dire on cherche le méchant. Dans les années 90, c'était le Japon. Depuis 10 ou 20 ans, 15 ans, c'est la Chine. Donc ça, c'est pas une surprise en quelque sorte. Au-delà, moi un des risques, parce qu'évidemment on va beaucoup parler de l'hypothèse Trump, alors là non plus on ne va pas faire de prévision, surtout pas, non. Mais dans le livre noir de l'hypothèse Trump, il y a l'indépendance de la Fed par exemple. Ah oui. Voilà, ça c'est un élément qui pourrait vraiment secouer les marchés financiers parce que le discours du candidat et de ses conseillers sur ce thème est quand même très particulier, radical. Oui. Voilà. Oui. Ah ouais. Non, effectivement, c'était des informations, je crois, du Wall Street Journal il y a quelques jours, effectivement. Sur le sujet Chine-États-Unis, guerre commerciale, alors hypothèse Trump, mais j'allais dire la réalité du moment, c'est quand même Joe Biden et c'est lui qui manie à nouveau le bâton sur des importations chinoises. Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme réponse de la part de la Chine au moment où on semble entrevoir quand même une économie chinoise qui sort de l'ornière, ou en tout cas qui sort un peu la tête de l'eau après la dure crise immobilière, toujours en cours d'ailleurs. Hein. J'ai plein de questions en fait. J'ai pas beaucoup de réponses. Allez-y, vous avez une économiste à côté. Non mais j'ai quand même quelques éléments. À mon sens, la réponse, s'il y a une réponse de la Chine, elle va être très ciblée au même titre que ces tarifs sont très ciblés. Sur certains points d'ailleurs, on voit bien que c'est une question d'image. Vous avez parlé des véhicules électriques. Typiquement, en nombre de ventes de la Chine vers les États-Unis, les véhicules électriques, c'est rien. Ça se compte en milliers. Oui. Vraiment très faible. Ensuite, il y a les produits médicaux. Donc là, c'est assez étonnant parce que sur cette partie-là, l'autorité médicale des États-Unis avait demandé qu'on enlève ces tarifs-là, parce que c'était justifié pendant la période Covid. Là, ça l'est plus tellement. Bon, apparemment, il les prolonge ou il les intensifie. Donc là, c'est un de mes points d'interrogation. Et le dernier, je ne sais pas du tout pourquoi il fait ça, c'est le triplement des tarifs sur les produits métalliques, sur les métaux. Ouais, métaux critiques. Et alors là, étant donné que l'essentiel de la production est quand même concentré en Chine, je veux bien qu'il passe par l'Amérique latine, notamment par le Chili pendant un temps, mais à un moment donné, il va falloir composer avec. Donc je comprends pas bien en fait ce mouvement-là. C'est pas une manière de dire à la Chine, on se débrouillera, mais on fera sans vous, quoi.
Oui. Non, mais j'en sais donc rien. Là encore, ce serait une question d'image pour la présidentielle. Ouais. Donc en fait, ces tarifs-là, je suis assez d'accord avec Nathalie, ils jouent pas tellement sur les terres de Trump, ils jouent le rôle d'un candidat à la présidentielle et qui est déjà en poste. D'accord. Je ne sais pas quels sont le bilan qu'on a pu faire d'ailleurs des tarifs Trump, de l'ère Trump, mais dans quelle mesure est-ce que ça s'est retourné sur le consommateur américain, Nathalie ? Est-ce que c'est ça la logique des tarifs douaniers dans le monde actuel ? Est-ce que c'est avant tout une taxe sur le consommateur américain in fine ? Alors, si je me souviens bien, ça avait été plutôt pris par les entreprises à vérifier, mais c'était l'idée générale, c'était plutôt sur les marges. Après, un des éléments importants, c'est que quand Trump parlait de Chine et de tarifs douaniers, la bourse baissait. Les bourses chinoises baissaient. Et qu'on va être dans cette même situation, j'en ai pas vraiment l'impression. Il y avait déjà des rumeurs vendredi dernier, etc. Donc ça aussi, est-ce qu'il y a une sorte d'habitude, on se dit on repart pour un tour, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour voir vraiment les éléments? S'il y a des paroles plus dures et des actes plus durs des Chinois, ça pourra peut-être changer la donne de ce point de vue-là. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas l'impression d'avoir eu aujourd'hui ou même vendredi dernier un point de bascule pour les actions chinoises. Au contraire, les marchés actions chinois commencent à développer un rallye, alors partant de très bas, c'est des marchés qui ont été divisés par 2 ces dernières années, etc. Mais là, on a des indices qui sont en hausse de 20, 25, peut-être 30%, même depuis les points bas de janvier, sur les marchés chinois, Vincent. Avec en plus, ça y est, la relance qui se matérialise. Pékin va commencer à émettre ses obligations relance là, à partir de la fin de semaine. Alors, c'est 140 milliards de dollars. Mais ça rajoute quand même quelques dixièmes au moins de points de PIB pour l'économie chinoise cette année. On est plus dans l'idée de Pékin essayer de stabiliser les choses aux alentours de ce 5% plutôt que d'essayer de réellement accélérer la tendance. C'est vrai que j'en parlais avec mes collègues basés à Shanghai hier, on avait notre point hebdomadaire et c'est vrai qu'on est dans ces préparations de l'allocation pour les mois à venir et avec évidemment cette tentation quand on voit ce momentum sur les Chinese equities de remonter, de se demander en effet si c'est... Est-ce qu'il y a encore du potentiel ? Potentiel certainement, au vu des valorisations, le potentiel est là. Est-ce que les catalystes seront suffisants que pour réellement pérenniser en tout cas le mouvement qu'on voit actuellement ? Alors on a évoqué un certain nombre d'épées de Damoclès, et clairement ce qui se passe aux États-Unis en fait partie. Alors peut-être, juste pour revenir sur cet aspect commercial, il faut dire que du temps de Trump, il faut rappeler que la Chine était le exportateur en Chine. Ils sont rétrogradés, ils sont le 4e ou 5e maintenant. Mexique, Europe et autres sont passés devant. Donc l'impact relatif de barrières tarifaires plus important sera peut-être réduit. N'oublions ceci dit pas que les États-Unis ne sont pas le seul à penser à ces barrières tarifaires. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de produits chinois qui passent par le Mexique aujourd'hui, par exemple. Ça aussi, c'est vrai. Il faut voir l'explosion des exportations chinoises vers le Mexique. Voilà, l'Europe accueillait Xi Jinping la semaine dernière, en tout cas la France, et qui avait convié Ursula von der Leyen, qui a quand même aussi fait entendre, en tout cas, ses inquiétudes par rapport à l'impact des exportations des excédents chinois en Europe et de la destruction de nos industries. Il y aura là aussi une réponse. Si pas immédiatement, plus tard en 2026, mais on est en train quand même de préparer notre mécanisme de taxation du carbone à la frontière. Mais la Chine sera particulièrement visée, relativement moins que les États-Unis, mais on importe relativement plus de la Chine. Ça, ce sont des points d'attention. Bon, pour en revenir au marché chinois en tant que tel, je pense que le moment, il n'est pas à être surpondéré. Je pense qu'on a toujours ce manque de catalyse pour dire, OK, la Chine volontairement veut emmener ce marché plus haut, mais la Chine est trop bon marché pour l'ignorer. Donc, être neutre, c'est un peu le sens aujourd'hui de l'histoire sur les equities chinoises, qui, encore une fois, sont valorisées à des plus bas depuis 10 ans, toujours. La Chine est, en tout cas, face à de nombreux défis, mais elle est aujourd'hui toujours plus intéressante qu'il y a de ça 10 ans. Alors, il y a certainement un intérêt sur l'obligataire souverain, qui reste une très très bonne diversification en portefeuille. Mais voilà, il y a aujourd'hui pas quelque chose de vraiment crédible, vu de Chine, pour réellement, en tout cas, afficher une volonté d'accélérer la croissance économique plus que ce qu'on le voit actuellement. Je comprends. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure là, sur l'image de l'épargnant français ou européen qui doit se préparer à sortir du cash bien rémunéré aujourd'hui pour rebasculer dans une logique d'investissement de son capital. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous Moi, je le dis partout, je me suis étonné de voir que tous les gens adhèrent à cette idée. Entre 3 et 4%, c'est le chiffre magique. Alors, on aime bien tous ce rendement d'entre 3 et 4. Moi, j'ai 3,5 sur mes comptes à terme maintenant, on parle à tout le monde, mais je crois que c'est la référence. L'épargnant européen, il est en 3 et 4, il est content, en plus, c'est le nirvana.
Alors, franchement, moi, en tout, c'est le je livret, sais hein. pas, les yeux dans les yeux, vous dire que le CAC 40 va encore faire 10% sur le reste de l'année. Non, mais Par contre, justement, le cash, il rapportera mais plus qu'est-ce qu'il y a entre le livret A et le CAC 40 ? Parce que j'imagine que celui qui est en qu'on cash... vient de discuter ce soir, Ouais, c'est- sauf l'obligataire, mais Ouais. aujourd'hui, franchement, les equities, les yeux fermés, 4% de dividendes sur les dividendes et rachats d'actions propres sur les actions européennes, et on a plus que sur le cash, et on a ce potentiel Et on dort à dessus, terme quoi. et on ferme les yeux, parce qu'on aura peut-être des prises de profit Oui. cet été, on aura peut-être plein de tribulations qui seront désagréables, mais on a un rendement qui est aujourd'hui plus élevé que sur le cash, et pour porter ce risque action sur le moyen long terme. On a ci et là, small cap, peut-être moins de dividendes, plus de potentiel. Bon, on m'a parlé d'obligataires ce soir, mais aujourd'hui, aider au financement des entreprises européennes en rachetant leurs créances, c'est du 6, 6,5, avec de très courtes maturités. Aujourd'hui, les épargnants ont vraiment je comprends. Un vaste choix important de support d'investissement. Et je dis toujours, on pensera à cette période avec nostalgie. Après ça, on se dira, mais oui. Et c'est toujours aujourd'hui le moment le plus dur pour investir. Mais voilà, les taux monétaires vont baisser, le reste montera, à quel rythme on verra, mais les actifs nous donnent de beaux rendements pour attendre. Bon, dans ce plaidoyer pour l'investissement, qu'est-ce que vous dites, Alexandre ? 100% C'est d'accord. vrai C'était Tu ma parles. première ligne. Investissez. Je suis entièrement d'accord sur les actifs risqués. Effectivement, le spectre sur l'obligataire est aussi très intéressant. Ouais. Il y a de la dette Toujours. hybride Oui. d'entreprise où on a toujours du rendement sur des qualités de crédit qui sont très élevées, des maturités courtes parce qu'elles sont rappelées quand même assez tôt, ces dettes-là, où on a encore du 6-7% à aller chercher. On a la dette bancaire. Les actions bancaires fonctionnent très très bien, mais sur la dette bancaire, on a aussi, notamment au début du mois de mai, un début de rallye ou de regain qui se remet en place. Donc, le choix est très très large, plutôt que d'aller uniquement sur le cash rémunéré, même s'il est bien rémunéré relativement à ce qu'on a pu connaître pendant cette décennie à taux zéro. Il y a d'autres choses à faire. Ouais, bon, en tant que macroéconomiste, vous attendez un rebalancement effectivement de ce qu'on appelle le cash rémunéré, alors que ce soit sur des livrets, des comptes à terme, etc., vers d'autres supports d'investissement, vers de la consommation aussi peut-être en Europe. Est-ce que c'est possible, alors ça, Nathalie ? C'est une très bonne question, parce que les taux d'épargne sont très élevés en Europe. On est toujours champion, enfin la France. Allemagne et France, ouais. Allemagne et France, toujours champion. C'est une question, parce que ce taux d'épargne élevé, dans les dernières enquêtes, les ménages disent, si on trouve que c'est un bon moment pour continuer à épargner. C'est normal. Ça. On est en politique monétaire restrictive, donc 3-4%, on est content, on épargne. Donc voilà, la question, c'est est-ce que les baisses de taux, précisément, vont déclencher ou des mouvements vers les marchés financiers, ou tout simplement de la consommation, parce que si on épargne, ça peut être pour acheter une maison, faire des gros travaux, et donc le faire avec en complément des taux d'emprunt moins élevés, ça peut être un élément déclencheur et un élément de soutien de la croissance. Réponse en deuxième partie d'année, après les premières baisses de taux de la BCE, dont la première attendue le 6 juin prochain. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, et Alexandre Taïeb, analyste gérant chez Sycomore. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la biodiversité. C'est la nouvelle frontière, ou ce sont les nouvelles frontières pour la finance durable et responsable. Après des années à travailler sur le climat et la lutte contre le réchauffement climatique, le champ s'élargit à celui de la biodiversité. Et nous en parlons avec les équipes d'Uzes Gestion et l'un des gérants d'Uzes Gestion qui est à mes côtés en plateau, Arnaud Morvillez. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Il y a évidemment un lien très direct entre le climat, la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Mais c'est vrai que ce thème d'investissement semble quand même plus large, peut-être plus complexe également à appréhender. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette thématique, puisque vous venez de lancer chez Usage Gestion une stratégie ces dernières semaines sur ce thème de la biodiversité précisément, Arnaud? Merci Grégoire de me recevoir. Alors oui, nous avons lancé le 20 mars 2024 un nouveau fonds USES Biodiversité. C'est un fonds Action Monde de toute taille de capitalisation boursière qui investit dans des entreprises qui sont dans des secteurs qui œuvrent à la préservation de la biodiversité. Concrètement, moi ce qui m'intéresse, c'est cette idée de biodiversité. C'est-à-dire le climat, j'allais dire, pour un investisseur, ça s'est vite résumé à la tonne de CO2, le carbone.
La biodiversité, j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus mou, de beaucoup plus flou, de moins évident à mesurer, à objectiver. Et donc, ma question étant, comment vous avez appréhendé ce thème pour construire ce portefeuille et cette stratégie ? Alors, vous avez raison, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs clés sur la biodiversité. Nous, on a fait le choix de partir de la définition de la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité ? Alors, c'est le tissu humain de la planète, les milieux de vie, les écosystèmes et la diversité génétique. Et de là, on en a déduit 7 secteurs clés, 7 piliers d'investissement du fonds qui représentent vraiment la biodiversité dans son ensemble. Ouais. Qui sont ? Alors, ces piliers, évidemment, donc on est parti sur l'eau, la forêt, l'agriculture raisonnée pour tout ce qui est le milieu rural et les milieux urbains. Ça, ce sont 4 piliers qui reprennent les milieux de vie que l'on connaît sur Terre. Ouais. On a un pilier, évidemment, sur la transition énergétique et la décarbonation de l'économie, un pilier majeur du fonds. Et qui est une clé pour la préservation de la biodiversité. Il n'y a pas de doute, évidemment, là-dessus. Très forte entre l'urgence climatique et la perte de la biodiversité. On a également un secteur évidemment sur la santé humaine, santé animale, préservation des espèces, donc c'est important de ce secteur-là. Et enfin, on a un 7e secteur sur la consommation raisonnée, comment mieux consommer. Voilà, on a tout un écosystème d'entreprises qui viennent en bourse dans ce secteur-là, et c'est évidemment un des 7 piliers du fonds. Ouais. Comment on travaille ce thème, sachant effectivement, vous l'avez dit vous-même, qu'on n'a pas encore tous les indicateurs objectivés, notamment pour mesurer l'impact ou pour mesurer les efforts des entreprises qui sont faites pour la préservation de la biodiversité. Est-ce que, j'allais dire, c'est compliqué justement de mettre en place une stratégie comme ça en l'absence d'indicateurs ? Est-ce que ça peut justifier qu'on voit ce thème arriver, mais peut-être de manière parcellaire aujourd'hui? C'est pas encore une grande vague de fonds. Est-ce qu'il y a des raisons d'y aller dès maintenant Alors, il y a énormément de raisons d'y aller dès maintenant. Ouais. Effectivement, vous avez raison, on n'a pas ce qu'on appelle des KPI précis sur la biodiversité aujourd'hui. Ça se met en place. On a plusieurs réglementations européennes qui arrivent, notamment CSRD, qui va imposer aux entreprises de discloser plusieurs éléments à ce sujet. Donc voilà, ça se met en place doucement, mais c'est important d'y aller dès maintenant. Ouais. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Ouais. On est sur une prise de conscience collective de l'urgence climatique, de la perte de la biodiversité, de l'impact sur la planète. On sait que c'est un régulateur de l'environnement au sens large. Ça a un impact sur les hommes. Probablement, selon Usage Gestion, déclencheur d'une crise systémique, cette perte de la biodiversité. On sait aujourd'hui que les enjeux financiers de supporter cette perte de la biodiversité seront bien plus importants que les investissements nécessaires à sa préservation, ce qui fait que aujourd'hui il y a une prise de conscience collective au niveau des hommes, des humains et évidemment des hommes politiques également et des politiques qui se mettent en place. Ouais. Et c'est important qu'il y ait ce fléchage des policymakers, des décideurs politiques sur ces sujets-là pour des investisseurs privés, pour de l'argent privé oui, aujourd'hui. C'est important. L'ONU a donné un objectif de décarbonation du monde, enfin pas de décarbonation, mais de net carbone zéro à 2050. Ouais. Les études montrent qu'il faut environ 5 milliards d'investissements en 2030 si on veut arriver à zéro en 2050. Aujourd'hui, on a 1,7 milliard. Donc, ça veut dire qu'il faut tripler ces investissements d'ici 2030 pour avoir une chance d'atteindre ce net zéro en 2050. Donc, évidemment qu'il y aura un fléchage énorme de l'investissement sur ces thématiques durables. Ouais. Et vous êtes convaincu, tout comme on l'a démontré sur le risque climatique, une entreprise qui n'est pas attentive, qui ne fait pas attention et qui ne fait pas les efforts nécessaires pour limiter son empreinte carbone, la même règle s'appliquera pour une entreprise qui ne fera pas suffisamment pour préserver, j'allais dire, la nature autour d'elle, pour résumer les choses. On est persuadé. Il y aura des actifs échoués, il y aura cette même logique pour les entreprises et les investisseurs. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais probablement que il y aura des métriques qui seront suivies par tout le monde et qui seront évidemment très importants à suivre. Ouais. La demande, elle vient d'où, là, aujourd'hui, pour cette stratégie que vous avez lancée fin mars, comme vous disiez, Arnaud? Alors, l'offre peut générer la demande, bien sûr, mais c'est bien sûr, on l'espère, mais la demande que vous recevez aujourd'hui pour ce thème de biodiversité, c'est une demande qui est sous-jacente, qui est latente, qui est exprimée directement
Donc chez USES Et par quel type de clientèle Chez USES Gestion, donc on a une politique RSE qui est de plus en plus importante. C'est un fonds qui est né après USES Sport, qui était également un fonds ISR, après d'autres labellisations qu'on a eues dans le passé. Donc oui, article 9, j'imagine. Voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. On a labellisé Greenfin dès le début, exactement. Plus strict sous certains aspects qu'un label ISR, par exemple. Plus strict sur la durabilité. Sur la durabilité, oui. C'est important. Nous, on prend évidemment les critères de gouvernance en plus également, mais on a les critères ESG stricts et le label Greenfin garantit un pourcentage d'actifs éligibles au fond, et notamment sur la décarbonation et les actifs, les métiers durables. Sur la demande, là, elle vient d'où La demande, elle vient d'où Alors, USES Gestion est la filiale de la financière USES, donc financière USES gère 1,5 milliard d'euros d'encours, accompagne des familles depuis 40 ans, des entrepreneurs, et donc nous, on a une demande forte de la gestion privée pour ce genre d'actifs. Des actifs qui ont du sens, qui font du sens, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par notre clientèle privée. Ouais. Et donc, nous, on est ravis de leur apporter cette solution aujourd'hui, USES Biodiversité. Concrètement, là, vous avez décrit les 7 grandes verticales du fonds. Est-ce qu'il y a une position ou des positions emblématiques là, qui permettent justement de comprendre comment est-ce qu'on peut apporter de l'impact positif sur la nature, sur la biodiversité à travers l'investissement dans des entreprises, Arnaud? Alors, sur les 7 thématiques que j'ai mentionnées, évidemment, il y en a qui sont plus importantes que d'autres, certaines plus matures que d'autres, certaines comportent des entreprises, un plus grand nombre d'entreprises au sein de ces 7 piliers. Aujourd'hui, le fonds s'articule principalement autour de 3 piliers. Évidemment, le pilier énergie, transition énergétique est un pilier important. On retrouve des entreprises dans les renouvelables. Voilà, je pense à Neoen, qui est un investissement important du fonds, sur lequel nous, on est assez convaincus du modèle et du futur de Neoen. On a également une partie sur l'eau qui est très importante. On sait aujourd'hui que la France, je parlais des pouvoirs politiques qui mettent un peu de l'huile dans le moteur. On sait, les députés ont voté le 4 avril sur les PFAS, les polluants éternels, les polyfluoroalkylés, sur l'interdiction en France. Les États-Unis ont mis mi-avril ces PFAS sur la liste des produits CERCLA, donc c'est des produits sur lesquels ces entreprises aujourd'hui peuvent être attaquées et payer des dommages de montants importants. Donc voilà, on a... La qualité de l'eau, c'est quelque chose de central de ce point de vue-là. Exactement, et donc des acteurs, évidemment, interviennent dans ce segment-là de dépollution. On pense à des Veolia en Europe, un Tetra Tech aux États-Unis également, qui est une entreprise majeure dans ce segment-là. Donc il y a des thèmes, il y a quand même des sujets sur lesquels il y a déjà de la profondeur de marché, il y a déjà des entreprises avec un track record, etc. Il y a des choses plus jeunes. Moi, c'est aussi ce qui m'intéresse. C'est quoi les nouvelles frontières pour vous dans la biodiversité qui seront encore justement des terrains à approfondir demain, ou peut-être que d'ailleurs l'univers d'investissement n'est pas encore complet de ce point de vue-là. Oui, bien sûr. On attend beaucoup d'IPO, beaucoup d'entreprises qui ont levé des capitaux en bourse dans ces secteurs en devenir. On pense que dans l'hydrogène, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a un écosystème français qui est déjà coté en bourse. On a Nucera, qui était un spin-off de ThyssenKrupp, qui s'est venu se coter en bourse l'année dernière. Et il y aura forcément d'autres acteurs qui vont émerger dans l'hydrogène une fois que cette technologie sera de plus en plus mature. Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'être venu parler de ce fonds, de cette stratégie autour de la biodiversité qui a été lancée fin mars chez USES Gestion, USES Biodiversité, et de ce thème en général et de ces nouvelles frontières, effectivement, après les années de travail sur le climat et la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, c'est le champ de la biodiversité désormais qui est ouvert pour les investisseurs. Arnaud Morvilès, qui était avec nous en plateau, gérant de la stratégie biodiversité chez USES Gestion.